Madame, Monsieur, bonsoir. Pouvoir d'achat, PLF et classe moyenne au menu de votre émission ce soir. La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a adopté mardi à la majorité la première partie du projet de loi de finances au titre de l'exercice 2022. 8 amendements ont été retenus au total. Mais hormis l'application de frais d'importation sur les tubes et les lampes au taux de 5,17% au lieu de 40% initialement fixé dans le PLF, eh bien, on ne retrouve pas grand-chose concernant le pouvoir d'achat. Pourtant, à l'issue du dernier conseil de gouvernement, le porte-parole de celui-ci a assuré que ce même gouvernement, Arnouch, a pris en considération la question du renforcement du pouvoir d'achat des citoyens dans le cadre de ce même PLF 2022 à travers une série de mesures. Quelles sont-elles et répondent-elles réellement à l'urgence actuelle relative à la hausse des prix et autres effets de la pandémie sur la poche du citoyen? Par ailleurs, pour le phénomène d'inflation, peut-on le considérer comme saisonnier? Eh bien, pour la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah Alaoui, la hausse des prix des produits importés est liée à la conjoncture et au contexte mondiaux. Comment ce gouvernement peut-il répondre à cette problématique pour atténuer l'impact sur la classe moyenne marocaine? Pour répondre à ces questions et que beaucoup de Marocains se posent en ce moment, je reçois professeur Hassan Al-Arafi, professeur en finances publiques à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales Mohamed V de Rabat. Également avec nous ce soir, Driss Fina, professeur d'économie à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée, l'INSEA, et professeur Mohamed Chiger, économiste et président du cercle d'études et de recherche Aziz Blal. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous ce soir dans Question d'actu sur Média TV. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire, professeur Chiger, que la structure du PLF est en mesure de préserver, voire même améliorer le pouvoir d'achat du citoyen marocain? Merci Khadija. Concernant, disons, cette PLF, le projet de loi de finances en relation avec la classe moyenne, il y a quand même un problème qu'il faut souligner. Lorsqu'on veut aider une classe ou une catégorie et une cible d'une manière générale, il faut au moins en premier lieu l'identifier. Qu'est-ce qu'on entend par exemple, maintenant concernant la classe moyenne, qu'est-ce qu'on entend par classe moyenne? C'est une question, à mon sens, très importante. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'études. Nous allons y revenir, professeur Chiger. Mais tout d'abord, peut-être commencer par la structure même de ce PLF. Est-ce que vous pensez qu'elle répond aux besoins, notamment en ce qui concerne le pouvoir d'achat? Nous allons venir en seconde partie à cette classe moyenne. Nous allons en parler en détail. Mais avant, parlons justement de pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez que ce PLF renforce le pouvoir d'achat du Marocain? D'accord. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout simplement, on va constater, la compensation a été plus ou moins augmentée. Je crois que le montant était autour de 16 milliards, un peu plus de 16 milliards. Mais cette compensation-là, c'est tout simplement une augmentation pour les produits qui relèvent de la compensation, à savoir la butane, le sucre et la farine nationale. Mais pour le reste, les prix ont augmenté d'une manière générale. L'essence, par exemple, l'huile, même nous avons constaté à un certain moment, même le prix des légumes avait augmenté. Donc il y a effectivement, comme l'a dit peut-être la ministre des Finances, il y a l'aspect inflation importée, mais il y a aussi, on a profité aussi de la situation de la sortie de la Covid-19 pour essayer de récupérer une partie du manque à gagner. Donc il y a une augmentation des prix, mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une disposition au niveau de la fiscalité concernant les produits électroménagers dont le prix va augmenter à cause de la taxe. Donc on ne voit pas justement à ce niveau-là cet effort ou au moins une disposition qui va peut-être améliorer ou soutenir le pouvoir d'achat non seulement de la population de la classe moyenne, mais des Marocains d'une manière générale. Le projet de loi, en fait, n'a pas pris ça en considération. On ne voit pas vraiment une disposition qui peut faire date dans ce cadre-là. Très bien. Je vous pose la même question, professeur Hassan Arafi, professeur en finances publiques. Qu'en pensez-vous par rapport à ce qui vient d'être développé par professeur Chiger? Partagez-vous cet avis?
comme vous savez, c'est une hausse qui intervient dans une conjoncture où le pouvoir d'achat des Marocains est bien touché de plein fouet par la crise sanitaire, au point qu'en 2020, presque quelques 30 ou 33% des ménages ont dû s'endetter pour suivre. Donc c'est une grande problématique aujourd'hui. Et comme vous le savez, historiquement, la hausse des prix a eu toujours des effets ravageurs sur la stabilité économique et sociale, et notamment politique. Donc, nous sommes devant une problématique sensible, politiquement sensible, à laquelle il faut trouver des solutions. On peut parler d'un problème conjoncturel qui peut trouver ses explications dans plusieurs aléas. Il y a des aléas qu'on peut dire des aléas qui sont objectifs, tels que les retombées du marché international qui connaît aujourd'hui une hausse générale au niveau de tous les pays. Je pense que le Maroc ne fait pas l'exception de cette hausse-là. Plusieurs produits utilisés, que ce soit dans la production ou la fabrication de produits, connaissent une flambée depuis l'année dernière. Le cas le plus frappant, c'est le cours du soja qui a augmenté de 80%, le tournesol qui est de 90%. Et c'est pour cela que les Marocains ils ont bien remarqué qu'on est passé de 10 à 16 dirhams dans le litre d'huile. Et l'on est de même pour le coût de l'énergie et l'alimentation annuelle. Aussi, il y a le coût de l'emballage aussi qui a décollé, presque d'une hausse de 45%. Il y a aussi les frais de transport, le fret, qui suit la même courbe d'augmentation. Le coût des conteneurs aujourd'hui dans les grands ports internationaux est passé de 7 000 à 12 000, voire 14 000 $, soit un tarif qui dépasse 5 fois plus que le coût moyen sur les 5 dernières années. Donc voilà déjà un aléa important qui explique en partie la flambée. Mais il y a d'autres choses, d'autres aléas qui doivent être discutés pour le contexte marocain. Comme vous savez, avant l'an 2000, le nombre de produits dont le prix réglementé était presque plus que 70 produits. Donc pratiquement, si ma mémoire est bonne, c'est 172 produits. Un chiffre qui a dégringolé à 15 groupes de produits de services aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs aléas qui s'imbriquent et qui donnent ce résultat. Donc, on ne peut pas imputer uniquement cette hausse des prix à des aléas de marché international, mais aussi il y a dans le contexte national qui n'arrive pas à maîtriser cette situation dans la mesure où il y a certains intervenants ou des opérateurs qui en profitent. Et parfois, donc, il y a plusieurs phénomènes que la loi le préhibit, notamment la loi 104/12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Par exemple, le stockage stratégique pour des fins de spéculation, ça c'est une pratique parfois qui se fait, mais qui est expressément prohibée par l'article 62 de la loi 104. Il y a les accords d'avantages financiers au profit de certains agrégateurs, la création d'avantages concurrentiels en faveur de certains agriculteurs démarraillage spécialisés, si on parlait des marchés de gros, dans la filière des marchés de gros de fruits et légumes ou les poissons. Il y a les accords entre les grossistes de ne pas se concurrencer devant les producteurs ou les détaillants. Et je pense les dispositions, notamment l'article 6 et 7 de la loi numéro 104/12, il définit un certain nombre d'infractions auxquelles on retombe toujours dans les pratiques commerciales et dont les effets sont désastreux sur le panier du consommateur. Et donc la question, est-ce que le régulateur aujourd'hui de la concurrence au Maroc, précisément le Conseil de la concurrence, à travers sa jurisprudence, à travers son autosaisine,
à travers même parfois la saisine qui est différée auprès de cette instance, arrive à réguler cette situation et prendre des décisions ou des avis et qu'il adresse au gouvernement afin de faire face à ce genre de phénomène. Parce qu'il y a certes des motifs ou des motivations purement économiques, mais il y a parfois des pratiques anticoncurrentielles qui pourraient conduire à cette situation. Et donc, et surtout quand il s'agit des produits de première nécessité. Et parmi les infractions aussi, donc, il y a la planification de la hausse des prix en créant d'obstacles à la formation des prix par le libre jeu du marché. Et donc, et ça, c'est prohibé par l'article 6, paragraphe 2 de la loi. Et donc, il y a pas mal d'infractions, je ne veux pas m'accaparer de la parole, pour lister les infractions que les marchés de gros connaissent et qui nécessitent une intervention intense, que ce soit de la part des autorités de régulation ou par les autorités de supervision qui sont l'appareil du gouvernement à travers les départements concernés. Alors, oui, puisqu'on parle de prix, justement, de prix à la consommation, professeur Mohamed Chiguer, quand on parle de hausse, d'inflation internationale, est-ce que vous pensez que cela joue en faveur de la production nationale, vraiment, réellement, tel que beaucoup le souhaitent et l'envisagent pour augmenter, booster la productivité du produit Made in Morocco? En principe, l'inflation importée porte beaucoup plus sur les matières premières, sur les hydrocarbures. Et on sait très bien que, par exemple, pour le cas du Maroc, c'est pas un pays pétrolier, donc automatiquement, ça va impacter par exemple, le coût de transport, peut-être même au niveau de l'énergie, des autres matières premières, peut-être même le coût des énergies qui sont liées beaucoup plus à la production. Comment on peut dire que est-ce que vraiment l'entreprise marocaine, est-ce qu'elle peut profiter de cette augmentation? Franchement, ça m'étonne. C'est pas d'une manière, on peut pas répondre d'une manière facile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. D'un côté, elle doit supporter cette inflation importée, et de l'autre, nous l'avons vu, par exemple, pour certains secteurs qui ont effectivement profité de cette situation. Nous avons vu le cas des hydrocarbures, les sociétés de distribution, qui ont profité, par exemple, lorsque l'État a décidé de décompenser les hydrocarbures. On l'a vu avec, jusqu'à maintenant, on parle d'un montant de 17 milliards que ces sociétés devraient rembourser à l'État. En même temps, il y a un autre agent qui a profité de cette situation, c'est l'État lui-même, puisque si je prends les hydrocarbures, la part de la taxe dans un litre d'essence dépasse les 40%. Donc chaque fois que le prix à la pompe augmente, d'un côté, il y a les sociétés de distribution qui en profitent, mais il y a aussi l'État. C'est pourquoi là, le problème de la compensation va se poser d'une manière, va se poser autrement, puisque si les prix du pétrole vont commencer à augmenter, je me demande, aujourd'hui déjà, le prix à la pompe pour le mazout, c'est presque 10 dirhams le litre. C'est quand même exorbitant. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises, d'autres secteurs qui vont en profiter? Là, je ne dispose pas d'éléments pour répondre d'une manière scientifique et objective. Mais ce qu'on sait, c'est que toute augmentation, logiquement, elle est répercutée sur le consommateur. Et lorsqu'on veut répercuter, généralement, on ne répercute pas seulement l'augmentation due au prix du produit importé, mais on ajoute toujours un petit chouïa, comme on dit, pour encore profiter davantage
davantage. En fin de compte, celui qui va payer la facture, c'est toujours le consommateur. Et étant donné qu'on est en train de parler de la classe moyenne, ça veut dire tout simplement on va impacter le pouvoir d'achat de cette classe qui, en principe, constitue, comme on va peut-être le voir par la suite, il constitue ce moteur de l'économie au niveau de la consommation. Donc finalement, que les entreprises profitent, ça c'est certain, surtout à travers il n'y a pas que les entreprises, aussi les intermédiaires dont a parlé Sili Araqi, mais à la fin, in fine, c'est toujours le consommateur qui doit supporter. Et le problème, c'est que les prix d'une manière générale, ils sont rigides à la baisse. Ils sont flexibles à la hausse, on peut facilement répercuter, mais lorsque on sait très bien par exemple que les hydrocarbures et le prix, ils vont commencer à connaître un fléchissement au niveau des prix à partir du mois d'avril, mais certainement les prix déjà qui ont été, les augmentations qui ont été répercutées, on va pas les revoir, on va pas par exemple réduire les prix à cause de cette rigidité des prix à la hausse. Donc finalement, la question qui se pose en fin de compte, c'est que nous sommes en train de vraiment d'appauvrir essentiellement la classe moyenne, et l'État devrait en principe intervenir d'un côté en repensant sa réforme de la compensation. Parce que la compensation ne signifie pas subvention nécessairement. La compensation a été créée pour effectivement, d'un côté, booster la production locale et en même temps sauvegarder le pouvoir d'achat des gens. Donc la compensation n'a pas été créée pour les pauvres. Elle a été créée pour le développement de l'économie marocaine. En contrepartie, c'est le soutien et le maintien du pouvoir d'achat des gens. Donc, à mon sens, l'État doit quand même revoir sa copie sur ce plan-là. Et de l'autre côté, il faut quand même que le Conseil de la concurrence, par exemple, il doit quand même remplir jouer son rôle et remplir ses missions. Déjà, nous sommes dans une situation où l'économie est dans une situation qui après la sortie du Covid, de la Covid, en principe, l'économie a besoin. Il y a déjà un plan de relance, mais ce plan de relance, il doit être soutenu par le maintien et l'amélioration du pouvoir d'achat, notamment de la classe moyenne. Oui, mais alors, quand vous dites ça, eh bien, selon des analystes financiers, des observateurs, d'ailleurs, professeur Harafi, qu'est-ce que vous en pensez? On dit que ce PLF est plutôt optimiste et de l'autre côté, il y a une détérioration du pouvoir d'achat, c'est un fait. Le pouvoir d'achat des ménages s'est détérioré, bien sûr, à cause de la crise, à cause des 18 mois où l'activité n'était pas... ne tournait pas à plein régime. Bref, pourquoi, selon vous, autant d'optimisme affiché quant à ce PLF? Est-ce que aujourd'hui, il y a de quoi être optimiste quand on voit ce PLF, quant bien sûr, cette question du pouvoir d'achat? C'est normal. Comme vous savez, le projet de loi de finances, c'est la politique chiffrée de l'État. Et le gouvernement ne peut être qu'optimiste à travers ces hypothèses macroéconomiques qu'il est en train d'envisager pour établir ce projet de loi de finances. Et bien sûr, comme vous le savez, parmi les hypothèses les plus importantes, ce sont le taux de l'inflation. Et le taux de l'inflation, on peut dire au Maroc, parmi les politiques les plus réussies dans nos politiques économiques conjoncturelles, on peut dire que les politiques économiques conjoncturelles sont anti-inflationnistes. C'est-à-dire que le Maroc arrive à maîtriser la hausse des prix en tirant des leçons des émeutes et des événements draconiens qu'avait connu le Maroc aux années 80. Alors, le discours politique, il ne peut être qu'optimiste, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de passer cette crise de hausse de prix après la déclaration de gouvernement en jouant sur des mécanismes institutionnels tels que le mécanisme de la compensation sous forme des dépenses de transfert et qui ne seront que des dépenses de transfert des charges communes du projet de la loi de finances. Alors maintenant, nous sommes dans un système libéral où il y a la confrontation de l'offre et la demande. Et la mainmise de l'État n'est pas aussi extensive, donc il est limité par des mesures
comme je vous ai dit tout à l'heure, le Maroc est passé par un système de réglementation à un système de déréglementation de prix. On est passé de 172 produits qui ont été réglementés. Aujourd'hui, on est sur 15 catégories. Et donc, le gouvernement ne peut pas agir comme il veut pour stabiliser les prix. Mais, en revenant, il y a des mécanismes sur lesquels, pour ce faire, je pense les moyens de régulation, comme je disais tout à l'heure, et les moyens de contrôle, et les moyens d'observation de l'évolution de prix, il faut qu'ils soient bien maîtrisés, que ce soit au niveau de l'appareil gouvernemental ou au niveau de l'appareil des autorités de régulation, notamment le Conseil de la concurrence. Je pourrais vous livrer au dernier rapport de Conseil de la concurrence qui a rendu presque 82 décisions et avis durant l'année 2020. Et dans ce rapport, il est bien écrit que le traitement des concentrations économiques, par exemple, occupe la première place en termes des pratiques décisionnelles du Conseil de la concurrence, avec un total presque de 59 décisions. Et donc, le problème de la concentration, surtout la concentration verticale ou horizontale, donc au niveau de circuits de distribution des produits notamment de première nécessité, il faut que l'intention soit focalisée là-dessus. Et surtout qu'il fait partie d'une disposition importante de la loi sur la liberté des prix, c'est notamment l'article 52. Donc, ce qui se passe en dehors des aléas que j'ai cités tout à l'heure, on trouve parfois le même opérateur, il contrôle l'exploitation, la distribution, la commercialisation en gros, voire en détail. Et donc, si nous sommes devant cette situation, donc ceci ne pourrait qu'entraîner une augmentation des prix. Donc, l'État doit contrôler. Ce n'est pas uniquement au niveau. On a vu que, par exemple, dans les PCR, il y avait des dérapages, chacun fait ce qu'il veut, donc il n'y avait pas un contrôle sérieux, extensif sur les prix. Et du jour au lendemain, on a vu que les prix se sont dégringolés du double au simple. Et donc, ça signifie qu'il y avait quelque chose qui ne marche pas. Et donc, moi, je dis que être optimiste, ça, c'est un droit humain. Donc, mais il ne suffit pas de fuir, il faut fuir dans le bon sens. Donc, les moyens d'optimisme, il faut qu'ils soient vérifiés par le gouvernement. Professeur Khalafi, oui. Comment peut-on être aussi optimiste avec, bien sûr, la situation que l'on connaît, la situation des finances publiques que l'on connaît difficile à cause, bien sûr, de tous les programmes de soutien, de tous les programmes qui ont été déjà lancés pour soutenir les ménages et les entreprises en temps de crise, de Covid, mais aussi dans le cadre du programme gouvernemental et de ce PLF. Donc, est-ce qu'on peut vraiment, réellement être optimiste au vu de la situation? Là, je ne parle même pas de la situation des finances des ménages, mais des finances publiques, des finances de l'État. Oui. Bon, la caractéristique des finances publiques marocaines, c'est qu'il y a une grande partie de ce qu'on appelle les dépenses non discrétionnaires, c'est-à-dire des dépenses sur lesquelles il n'y a pas une grande marge de manœuvre. Il y a les dépenses de fonctionnement qui sont majoritairement des dépenses qui sont liées à la masse salariale. Il y a les dépenses d'investissement qui ne dépassent pas 20% du budget total. Et donc, une grande partie elle a été engagée l'année passée. Et il y a une partie des charges communes. Ça, c'est un compartiment important qu'il faut discuter. Les charges communes, ce sont les dépenses qui ne sont pas suffisamment discutées malheureusement au niveau du Parlement. Et si à travers les charges communes on essaie de financer par exemple les dépenses de compensation, etc. Donc, maintenant, la problématique du Maroc, c'est une problématique de recettes, de ressources, comment créer de la richesse. Ce n'est pas les dépenses. Les dépenses sont connues. Donc, il n'y a pas de grande demande. Donc, vous avez des dépenses qui sont pratiquement obligatoires. Et cette année, comme vous avez pu remarquer dans le projet de loi de finances, il y a une tentative de donner plus de moyens pour les dépenses à caractère social, notamment au niveau de l'éducation et de la santé. Il y a aussi le projet de la généralisation de la couverture. Et donc, les finances sociales vont commencer à peser lourdement
sur les finances de l'État, à tel point que je peux suggérer une idée, comme l'avait fait la France, ça fait quelque temps. C'est que lorsqu'ils ont remarqué que 46% des charges de l'État sont des charges qui sont liées à la prévoyance ou à la sécurité sociale, ils ont créé une loi de finances à part, qui s'appelle la loi de finances de la sécurité sociale. Je pense que le Maroc a besoin d'un mécanisme institutionnel pour maîtriser ces charges sociales qui connaissent une augmentation, une ascension exponentielle. Et donc, maintenant, l'enjeu est le grand. L'enjeu est grand, Oui. l'enjeu est doublement grand. L'enjeu est grand socialement, l'enjeu est grand aussi en ce qui concerne la poche du contribuable. Donc pour financer tout cela, vous avez parlé des recettes, donc on parle ici bien de recettes fiscales, n'est-ce pas? Pas forcément, parce que dans la cagnotte des ressources de l'État, il y a les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Non fiscales, oui. Bon, les recettes fiscales, il n'y a pas de grande marge, même avec la réforme en cours de la réforme fiscale par la loi 1920. Donc, il ne faut pas s'attendre à grande chose, à telle chose que les mesures auxquelles le gouvernement avait recours sont des mesures classiques, c'est-à-dire faire marche arrière pour la progressivité de l'IS. Mais ce n'est pas l'IS qui est important, parce que l'IS, il y a 80% des sociétés qui sont des sociétés de banque et d'assurance qui financent l'impôt sur qui contribuent à 82%, qui constitue 2%, mais il contribue à 80% de la cagnotte de l'IS. L'IR, c'est connu, c'est la masse salariale qui est derrière l'impôt sur le revenu. Il reste l'impôt sur la consommation, qui sont la TVA et les TISA, et ce sont deux types de prélèvements fiscaux qui dépendent du circuit économique. Le Naoura dépend de la demande. Donc le problème n'est pas là. Le problème est qui c'est tout dans la structure. C'est comment créer une synergie entre... Qui est taxée. Alors, quand on parle de la classe moyenne, parlons de cette classe moyenne, parce que là, on a déjà entamé la deuxième partie de cette émission. Donc, je vous pose d'abord avec vous, c'est Arafi, cette question. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que la classe moyenne est ou serait surtaxée? En d'autres termes, on parle de l'impôt sur le revenu. Là, bien sûr, c'est la classe moyenne salariée, fonctionnaire, ou encore de ces taxes qu'on paye en consommant, tout simplement. Donc, est-ce que la classe moyenne n'est-elle pas aujourd'hui surtaxée? Ne devrait-on pas revoir la taxation, l'impôt sur cette classe moyenne? Alors, déjà le concept, il pose problème. Parce que d'après les études qui ont été menées dans ce sens, on considère que la classe moyenne aujourd'hui, il regroupe 53% de la population, soit presque plus que 16 millions de personnes. Et dans la grande partie se trouve, ils vivent dans le milieu urbain. Est-ce que vraiment ces chiffres, elles sont bien ressentis par la grande population? Moi, je pense que on a besoin de redéfinir qu'est-ce qu'on entend par la classe moyenne. Si on prend par exemple un médecin spécialiste qui est dans l'incapacité d'avoir un abonnement régulier dans une revue, qui est essentiel dans son parcours professionnel, est-ce que ce genre de catégorie de socio-professionnelle, on peut le considérer qu'il fait partie de la classe? Nous avons une classe moyenne quantitative, mais elle est vulnérable. Elle est contingente avec la ligne de la vulnérabilité. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de raisonner urbain, alors que la moitié du Maroc, elle est rurale, et donc il faut refaire le code. Et je pense, je ne vais pas rebondir sur toute la littérature qui a été produite là-dessus en ce qui concerne la classe moyenne, alors que la classe modeste, elle est 34%, et la classe aisée, elle est de 13%. Mais je pense que ceci nécessite des monographies très précises en termes au niveau de tout le territoire du Maroc, parce que la zone du sud, ce n'est pas la zone du nord, le rural, ce n'est pas le urbain. En plus, il y a un élément assez important qu'il faut prendre en considération, à mon avis, c'est qu'au Maroc, s'il y a une stabilité, c'est grâce à la coalition, et c'est grâce à la solidarité familiale, pas uniquement à la solidarité sociale.
Et vous trouvez parfois le système fiscal ne prend pas en considération cette dimension. Je vous donne un exemple. C'est que vous trouvez, par exemple, chez nous au Maroc, vous trouvez une personne qui prend en charge toute sa famille, les parents, ses enfants, ses frères qui sont en chemin, alors que le système fiscal ne lui permet aucune déduction là-dessus. Vous trouvez également des catégories socio-professionnelles pour qu'ils puissent améliorer leur parcours professionnel. Ils sont en train de participer à des séminaires, d'avoir des abonnements. Le système fiscal améliore ceci. Donc, nous avons besoin que, à notre point, la femme, aujourd'hui, quand vous lisez le texte fiscal, l'impôt général sur le revenu ou la TVA, il n'a rien à voir avec la convention de CEDAW, qui demande que, par exemple, la femme chez nous au Maroc, il doit bénéficier des avantages fiscaux, pour plusieurs raisons. D'abord, le Code général des impôts cite la femme uniquement lorsqu'il est divorcé ou lorsqu'il est veuf, ce qui est anormal. Deuxièmement, la femme, par exemple, dans les normes sociales du Maroc, si par exemple un parent qui est dans une situation de vulnérabilité ou de physique ou financière, ce sont des filles chez nous, ce sont les filles qui prennent en charge leurs parents. Ils ne bénéficient d'aucun avantage fiscal. Il y a certains produits que les femmes... Pour revenir peut-être à la même question, qui a été soulevée d'ailleurs en tout début d'émission par professeur Shiger, sur cette définition qui impose le débat, déjà, cette définition de ce qu'est une classe moyenne marocaine. Donc, selon le chiffre de professeur Alafi, plus de la moitié de la population marocaine fait partie de la classe moyenne. Qu'en pensez-vous, professeur Shiger, et surtout, est-ce qu'on peut réellement définir ce que c'est qu'une classe moyenne au Maroc? Vous me permettez, avant de porter quelques précisions concernant la question qui a été posée avant, la question de l'optimisme. Mais je commence par déjà trois précisions. La première concerne le taux d'inflation. Il faut bien sûr il y a un taux d'inflation effectivement qui est au Maroc qui est relativement faible, qui ne dépasse pas généralement les 2%. Mais que traduit ce taux faible? Ce taux faible traduit tout simplement une demande faible. Il n'y a pas une pression de demande sur l'offre. Ça veut dire que le pouvoir d'achat des gens, le pouvoir d'achat de la population marocaine est très faible. C'est pourquoi on a tout ce taux. Il ne s'agit pas seulement de la maîtrise de l'inflation à travers la politique monétaire, mais il y a aussi et surtout le fait qu'au Maroc, la demande effective est une demande qui est très limitée. Donc le pouvoir d'achat des gens est très limité. Deuxième élément à prendre en considération, lorsqu'on parle du taux d'inflation, il y a le taux bien sûr officiel, mais il y a le ressenti chez les gens. Et c'est ce ressenti qu'il faut prendre en considération en principe. Concernant l'optimisme, si j'ai à chercher des éléments qui font que certains parlent d'un certain optimisme du projet, la classe moyenne peut indirectement bénéficier de certaines mesures, essentiellement la généralisation de la couverture sociale. Si effectivement on va dans ce sens-là, si on arrive à réussir cette généralisation, et plus particulièrement si on réforme d'une manière correcte l'hôpital public, et en même temps si on réforme d'une manière correcte l'école publique, en principe la classe moyenne aura une chance de bénéficier de ces réformes. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, une grande partie du budget de la classe moyenne, c'est l'école privée et c'est les cliniques et la santé privée. Donc, si on arrive à réussir effectivement ce chantier, je crois qu'en principe, la classe moyenne indirectement peut en profiter. Deuxième élément qui est très important, et là il a été souligné par Sili Araki, moi je dis que la classe moyenne chez nous, c'est une caisse de sécurité mobile, de sécurité sociale mobile. Or, on voit bien qu'actuellement, il y a une transition démographique, c'est-à-dire que le Maroc vieillit.
Et donc, on aura le nombre des personnes âgées de 60 ans et plus va augmenter. Actuellement, nous sommes apparemment à 8%, mais d'ici 2030, ça sera peut-être entre 12 et 15%. Et étant donné qu'il s'agit d'une transition démographique, ça veut dire que la solidarité telle qu'on la connaissait avant, avant la transition, ne va pas vraiment jouer. Et donc l'État doit prendre ça en considération parce que la classe moyenne ne pourra pas supporter la prise en charge de ce qu'on voit des parents qui vieillissent, etc., etc. Donc à mon sens, il y a un défi énorme, un défi important qu'il faut lever, c'est lié à la transition démographique. Alors concernant maintenant effectivement, si l'Iraqi a raison lorsqu'il a dit que le problème n'est pas du côté de dépenses, même si ces dépenses sont très compressées, parce qu'ils ne répondent pas aux besoins et aux attentes de la société, c'est un problème effectivement de ressources. Et là, il y a un problème sur le plan fiscal. On ne peut pas ne pas le prendre en considération. Plus de 60% des entreprises marocaines déclarent un déficit. Mais notre richesse, le PIB, tel qu'il est calculé et tel qu'il est présenté officiellement, c'est un PIB sous-estimé. Il y a une partie qui échappe complètement à la comptabilité nationale, c'est la partie des autres économies, parce que moi, personnellement, je mets en pluriel l'économie marocaine. Il y a l'informel, il y a le souterrain, etc. Donc, en principe, il faut trouver une solution à ce problème. Dans la loi, dans le projet de loi, on a essayé d'intégrer, soi-disant, l'informel à travers la fiscalité. La contribution professionnelle unifiée. Mais en fait, le problème de l'informel, ce n'est pas un problème de fiscalité. C'est un problème de comptabilité, d'enregistrement de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'une partie de la valeur ajoutée créée n'est pas captée par la comptabilité nationale. Et ça ne se limite pas seulement à ce qu'on appelle l'économie informelle. Même au niveau de l'économie formelle, il y a des entreprises qui ne déclarent pas la totalité de leur chiffre d'affaires. C'est là où vraiment il y a un problème. Il faut vraiment réfléchir à une autre... La question n'est pas de lutter contre l'informel, mais la question c'est d'arriver à capter ce que crée l'informel comme richesse et lutter contre, bien sûr, au niveau du formel, de cet aspect-là qui fait qu'une partie du chiffre d'affaires n'est pas déclarée. Par ailleurs, concernant le social plus particulièrement, effectivement, on peut, la question n'est pas une question de financement, de mon point de vue. La question est beaucoup plus d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue de gestion. Je prends le social. Il y a beaucoup d'intervenants, une multitude d'intervenants, au niveau de l'administration, au niveau du secteur public, mais au niveau du privé. Pourquoi ne pas penser, par exemple, à élaborer une loi des finances sociales ? Cette loi des finances sociales, la première partie va concerner tout ce qui est porté par l'État et par le gouvernement. On peut prendre le budget, tout ce qui est social va donner naissance à une finance sociale du gouvernement. En lui ajoutant l'effort des entreprises publiques à travers les fondations plus particulièrement et des collectivités, on aura la finance sociale de l'État. Et si on ajoute l'effort du privé à travers les fondations, les associations, etc., on aura à ce moment-là les finances sociales nationales. Et cela suppose une coordination entre les trois composantes, le gouvernement, l'État d'une manière générale et le privé. Et c'est une question, à mon sens, d'innovation et de bon sens. Il faut réorganiser le social. C'est la même chose au niveau, par exemple, de ce qu'on voit au niveau de nos villes, etc., avec les farrachas, les commerçants ambulants. Ce qu'il faut, tout simplement, c'est de les réorganiser. Par exemple, les petits métiers, les plombiers, les électriciens, etc. Si on arrive à les réorganiser dans le cadre de coopératives ou par exemple, on peut effectivement créer de la richesse, créer de l'emploi et en même temps faire bénéficier ces personnes d'un revenu décent. Alors, concernant maintenant la classe moyenne, de mon point de vue, c'est en principe l'organisation sociale dans n'importe quelle société humaine, jusqu'à aujourd'hui, c'est une organisation binaire. Il y a généralement deux classes. La classe des riches, la classe des pauvres. La classe des maîtres et la classe des esclaves.
la classe bourgeoise et la classe prolétaire. Le terme classe moyenne ne répond pas vraiment à cette organisation. Pourquoi? Parce qu'une classe, par définition, elle doit avoir la conscience de classe. Je vois par exemple pour les ouvriers, il y a des syndicats qui défendent les intérêts des ouvriers. Je vois par exemple pour le patronat, il y a CGM qui défend mais au niveau de la classe moyenne, on ne peut pas disposer. Pourquoi? Parce que c'est une classe hétérogène. Elle est composée d'éléments hétéroclites, donc dont les intérêts ne convergent pas généralement. Deuxième élément de la définition. Oui. Est-ce que c'est juste une question de revenus? Est-ce que cette classe moyenne, parce que vous avez dit que c'est hétérogène, mais ça m'a interpellé, est-ce que c'est juste une question de revenus? Je vais arriver à cette question. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche à définir la classe moyenne à travers le revenu. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche à définir la classe moyenne à travers le revenu. Et il y a l'étude du Haut Commissariat au Plan qui date de 2007, je crois. Et qu'est-ce qu'on constate? Pour le salaire moyen, il est de 5 900. Et le Haut Commissariat est sorti avec une conclusion. La classe moyenne, c'est à partir de 6 000 dirhams. Je crois que si l'Iraq l'a bien dit, je ne pense pas que 6 000 dirhams à Rabat ou à Casa, c'est 6 000 dirhams à Figuig ou à Missour. C'est déjà un problème. Et qu'est-ce qu'on va constater? 81% de la population vit d'un revenu inférieur à 5 000 dirhams. 81% de la population au Maroc vit d'un revenu inférieur à 5 000 dirhams. 8% seulement, ils ont plus de 12 000 dirhams. Ça veut dire qu'entre 5 000 et 12 000 dirhams, on a quelque chose comme 11%. Mais ce que nous avons constaté, avec la pandémie, les 2/3 des Marocains, c'est-à-dire 22 millions, sont dans une situation précaire. Donc là, le revenu nous indique qu'en fait, pourquoi le revenu? Parce qu'en principe, le revenu, il va nous renvoyer à la demande effective. On voit contre la demande potentielle, c'est-à-dire la population marocaine, par rapport à la demande effective, les personnes qui arrivent qui disposent d'un pouvoir d'achat plus ou moins important, on voit qu'il y a un décalage très très important. Et cela nous explique effectivement, comme je l'ai déjà dit, le fait qu'on a un taux d'inflation qui est toujours inférieur à 2%. La définition de la classe moyenne à partir du revenu, c'était beaucoup plus économique, c'était beaucoup plus avec Karl Marx. C'est à ce niveau, Marx a mis l'accent sur cet aspect-là. Pourquoi? Parce que il intégrait ça dans le cadre de la lutte de classe et le fait que la plus-value a été accaparée par le capital et non pas par le travail. Mais il y a par la suite Max Weber et d'autres qui ont introduit d'autres éléments pour définir la classe moyenne. Il y a l'élément, par exemple, social, le statut social. Prenons par exemple chez nous dans la campagne, par exemple, cheikh d'une tribu, il a quand même une position, j'allais dire, qui peut relever de la classe moyenne. Il y a aussi l'aspect politique. Vous pouvez par exemple un chômeur qui arrive à être élu pendant le mandat, on peut le considérer comme étant de classe moyenne. Pourquoi? Parce que au Parlement, je crois, l'indemnité ou le salaire, pour ne pas parler de salaire, il est, je crois, de 36 000, plus de 30 000 dirhams. Bien sûr, il faut introduire on peut introduire d'autres éléments pour définir la classe moyenne, mais la classe moyenne, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est une classe qui aspire à devenir riche. C'est une classe qui aspire à faire partie de la classe supérieure. Or, au Maroc, le vrai problème pour la classe moyenne, c'est qu'elle cherche tout simplement à ne pas tomber dans la pauvreté. D'habitude, dans une classe moyenne, elle a des aspirations. Une classe moyenne, elle a un caractère, un comportement opportuniste.
Il cherche à saisir les opportunités pour améliorer son niveau de vie. Mais lorsqu'elle est dans une situation où le risque de tomber, de chuter et de se transformer de devenir pauvre, là, il est très difficile de parler d'une classe moyenne. D'accord ? Donc, à mon sens, c'est un élément important. Un autre élément qui me paraît très important, le potentiel de la classe moyenne, il est vraiment dans une situation, j'allais dire, difficile, pour ne pas dire autre chose. Par exemple, si je prends le taux de chômage des diplômés, les diplômés, c'est de la classe moyenne potentielle. Or, on constate que le taux de chômage des diplômés dépasse les 20% au Maroc. Il ne faut pas étudier si vous voulez trouver du travail. Il faut rester analphabète pour trouver facilement du travail. Mais quelqu'un qui progresse dans ses études, il a moins de chances de trouver du travail. Donc, un autre élément qui est très important... Professeur Chiger, si on finissait, si on terminait, il nous reste quelques minutes. Je termine. Si on terminait avec comment conforter la position de cette classe moyenne marocaine? D'accord, je suis d'accord avec vous. Seulement, je termine par lorsque je prends la classe moyenne, les femmes par exemple, le taux d'activité de la femme, il est inférieur à 20%. Ça veut dire que quasiment la femme est exclue de cette classe moyenne. Et c'est très important. Alors, concernant comment conforter la position de cette classe moyenne, moi je crois que l'élément le plus important, c'est l'industrialisation du pays. Très bien. Et lorsque je dis industrialisation, je le définis de la manière suivante. C'est un processus qui suppose trois moments importants. Une école publique de qualité, avec bien sûr le fonctionnement de l'ascenseur social. Deuxième moment qui est aussi très important, c'est la dynamique au niveau de la recherche-développement. Il faut que le Maroc arrive à dynamiser son secteur de recherche-développement et une fois on arrive à ça, automatiquement on passe à l'industrie dans un sens très large, c'est-à-dire la créativité, que ce soit au niveau de l'industrie au sens propre du terme ou dans d'autres secteurs. Deuxième élément, la prééminence de la loi. Il faut mettre fin aux avantages indus, il faut mettre fin à la rente. Et c'est un élément, à mon sens, important. Et la troisième, pour ne pas accaparer la parole, la troisième, c'est de travailler pour la méritocratie. Et non pas la médiocratie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Chiger. On va donner peut-être la parole aussi à professeur Al-Arafi, professeur en finances publiques. Donc, un dernier mot, peut-être, pour finir sur les moyens de faire de cette classe moyenne réellement une réelle locomotive, comme c'est censé être le cas, que ce soit pour la consommation, la création de valeur ou tout simplement l'épanouissement d'un large pan de la population. Hassan Al-Arafi, la parole est à vous. OK. Je souscris entièrement à la logique défendue par mon collègue professeur Chiger, que la classe moyenne marocaine, il connaît vraisemblablement une énorme disparité dans la même couche sociale, voire dans la même catégorie socio-professionnelle, favorisant une nette hétérogénéité liée au pouvoir d'achat, au niveau de vie, de revenus, sans aucune corrélation à sa ville ou à sa région. Et ce, en négligeant les vraies bonnes définitions de la classe moyenne, comme le coût de la vie dans une région, du zone géographique, le coût de scolarisation, la santé, le coût de l'immobilier, et sans pour autant parler de son attachement familial et les personnes à sa charge. À ceci, je pense que le grand défi aujourd'hui, à mon avis, c'est l'élargissement de cette classe moyenne. Et je pense que ça a été déjà défendu par le Conseil économique et social que la lutte contre la pauvreté, la réduction du chômage, l'amélioration du statut de la fonction publique et le renforcement de la qualité des services sociaux et sanitaires sont des conditions aujourd'hui sine qua non pour élargir et renforcer cette classe moyenne marocaine. Parce que cet élargissement de cette classe qui exige un vrai engagement. Et c'est là, s'il y a optimisme, comme vous l'avez souligné de la part du gouvernement, cet optimisme ne peut être concrétisé qu'à travers un vrai engagement
une volonté dotée de l'efficacité et du suivi qui aura certainement, selon le gouvernement, un impact sur le renforcement du moteur de développement économique et social de notre pays et la mise en place de baromètres sociaux permettant un diagnostic fiable et sérieux pouvant résoudre des problématiques d'une perception d'une classe sociale marocaine en décalage avec la réalité. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question de la classe moyenne. Merci beaucoup Hassan Arafi, professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohamed V de Rabat. Merci également au professeur Mohamed Chiger, économiste et président du Centre d'études et de recherche à Aziz Blal. Merci messieurs d'avoir enrichi cette discussion ce soir. Pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée.